La télémédecine psy soulève une question majeure. Qui est au bout du fil? Quelle confiance peut-on lui faire? Qu'en est-il du secret professionnel, du secret médical, de la confidence? De plus, de surcroît, on peut être écouté par un état de surveillance qui est invisible certainement, mais aussi certainement présent ou susceptible de l'être. Pour notre protection, pour la protection de nos enfants, contre le terrorisme et pour nous informer par la propagande et nous faire consommer les choses que l'on désire. Donc, cet état de surveillance pose un problème à la télémédecine parce qu'il y fait obstacle. Il n'y aurait plus de confidentialité possible. Il faut pousser un peu la question plus loin, pousser le bouchon. Cet état de surveillance, qui est ni plus ni moins qu'une inquisition moderne, non seulement fait obstacle à la télémédecine psy, mais c'est un agent pathogène. Elle génère une névrose. Éventuellement une psychose et pourquoi pas ce qu'on appelle l'autisme. Alors, nous sommes dans cet état et dans cette situation où, pour nous soigner de cette névrose, il faudrait nous abstenir de toute surveillance. C'est-à-dire, mais c'est une épidémie, la surveillance, n'est-ce pas, est quelque chose que nous ne pouvons, qui est très présent, et c'est un peu comme si, lorsque nous serions sous l'eau, on dirait la solution pour ne pas se noyer, c'est de ne pas respirer. Évidemment, ça ne durerait pas très longtemps. Donc, nous nous apercevons vite que nous devons faire avec. Et que si cette inquisition, si l'état de surveillance génère une névrose, eh bien, c'est à travers elle que l'on va la traiter. Alors, pour cela, en deux mots, ou en un instant, on considère quel est le mécanisme de cette névrose. On découvre vite que c'est une fiction. Certes, il existe une surveillance, mais sa pathogénie apparaît du fait qu'on en soit séduit, en quelque sorte. Qu'un phénomène de séduction en découle, en provienne, ou soit appelé par nous-mêmes. Et en prenant acte et fait de cette surveillance, nous nous mettons à cacher, à refouler, à diviser, et finalement à refouler et à nous précipiter dans cet état de névrose. Par un phénomène de séduction, une sorte de séduction réciproque avec le surveillant idéal, imaginaire, parce qu'il n'y en a pas lourd de surveillants d'autres que les industriels. Et pour dissoudre, désactiver cette névrose finalement, eh bien il suffit de ne pas céder à cette séduction et finalement se mettre à parler à cette écoute. Le fait de parler sans retenue, avec abondance, mais surtout sans aucun souci de secret, à cette
surveillance, ce fait de parler comme ça, s'appelle, à l'inverse, s'appelle la sous-veillance. C'est-à-dire qu'en fait, ce mécanisme de sous-veillance va décrier et désactiver la surveillance. Alors, on pourra dire, oui, mais pour opérer de manière sous-veillante, c'est-à-dire pour parler sans secret, dans un état de surveillance, il faut déjà être guéri. Oui et non. Il s'agit là de cette logique qui est propre à tout processus thérapeutique. Quand on commence à se soigner, le processus de guérison est engagé et la guérison, en partie, graduellement, s'obtient. Il demeure et il subsiste cependant une question à l'issue de ce cheminement, de cette logique et de ce point de vue. Cette question, c'est que, mais alors, pourquoi y aurait-il besoin d'un analyste ? Ne suffirait-il pas de sous-veiller, de parler, comme on le fait d'ailleurs principalement, généralement, quand on est sur l'Internet, on signifie toutes sortes de choses qui sont surveillées, enregistrées, etc. Donc ne suffit-il pas de parler pour finalement sous-veiller et se guérir de cette névrose ? Eh bien oui et non. Nous pouvons prendre une comparaison avec le divan. On sait que s'allonger sur un divan, parler en décubitus dorsal, produit un effet considérable sur le cerveau, sur les zones linguistiques, sur la mémoire. Pourtant, on sait aussi qu'il est nécessaire qu'il y ait une présence à l'écoute. Eh bien, la situation est comparable. On peut parler sur un divan et de même qu'on parle sur table d'écoute. Et que cependant, de même que parler sur le divan ne suffit pas, parler sur table d'écoute ne suffit pas non plus. Il faut parler à l'adresse de quelqu'un, et précisément cette personne opérant et opératoire à ce moment-là s'appelle analyste et précisément psychanalyste, parce que l'opération qui se produit est celle de la psychanalyse.